Alors, un petit mot d'abord de vos activités respectives et de votre implication, j'allais dire, dans la SLA. Madame Catherine Pruvot, donc, vous êtes médecin conseiller technique, MDPH, Maison départementale des personnes handicapées à Paris. Racontez-nous un peu ce que vous faites. Déjà ? Oui, déjà. Alors, bah oui. eh bien, je pense que la Maison départementale des personnes handicapées a été installée par la loi du 11 février 2005 et remplace donc depuis 2006 les anciennes Cotorep. Voilà, très bien. Alors, on va revenir après, bien sûr, ce travail en détail. Claude Desnoël, donc, vous êtes neurologue, vous êtes chef de pôle neurosciences à Nice. Bien sûr, vous pilotez le centre de référence maladies rares SLA au CHU de Nice. Et en plus, vous coordonnez les 17 centres, bientôt 18. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs plus pour cette raison-là que je suis ici maintenant. Et je dois dire que j'ai effectivement eu l'honneur de succéder à Vincent Ménager sur cette fonction de coordination de responsable de la coordination nationale des centres SLA que j'ai trouvé dans une grande dynamique. Et Gérard Beneteau, donc vous êtes président d'honneur de la ARSLA à l'heure actuelle, mais à l'époque, vous avez participé à la création de ce qu'était l'ARS. Alors l'ARS, il faut savoir qu'aujourd'hui, cet acronyme est réservé, ou pas réservé, mais automatiquement, on pense à l'Agence régionale de santé. Donc c'est pour ça que les choses ont été modifiées. Je vais d'emblée vous demander de nous refaire, alors je sais que vous avez préparé quelques petites lignes, de nous refaire un petit peu justement le chemin parcouru, les grandes étapes qui ont fait que cette association a aujourd'hui ce dynamisme et a suscité aujourd'hui cet élan de réunion. D'abord, un point, j'ai rejoint les deux fondateurs qui sont Guy Serra, un malade, et Vincent Ménager, son neurologue, en passant, je le disais, professeur Lee, en passant par l'Angleterre. Après le décès de ma mère de SLA, j'avais entendu parler d'une association d'Angleterre, puisque une maladie totalement inconnue autour de moi. Et je suis allé en Angleterre, où on m'a indiqué qu'il y a des choses qui démarraient et que j'ai rejoint ensuite. Voilà. Alors, un petit historique, première slide peut-être, pour que vous nous racontiez un petit peu. Tenez, vous avez normalement l'écran là. Oui, voilà. Et donc, logiquement, si la régie veut bien nous suivre, vous pouvez nous commencer à nous raconter un petit peu l'historique de l'évolution de la prise en charge. Voilà. Je dirais que chacun va voir défiler un certain nombre de dates. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça et qui fait que cette administration qui se réunissait dans ma cuisine autrefois, maintenant, je dirais, nous sommes au ministère de la Santé, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Je crois, une des choses, et tous ceux qui me connaissent l'association, je suis extrêmement attaché à l'intention fondatrice qu'encore une fois, je n'ai fait que rejoindre. C'est l'association entre personnes malades, proches et soignants, et je dirais professionnels plus largement. C'est pas si évident que ça au départ. Je pense que quand on est atteint d'une pathologie pour laquelle il n'y a pas vraiment de réponse, on peut très bien ne pas aller vers des professionnels qui ne répondent pas à ce qu'on voudrait. Et donc ce désir de vrai ensemble est quelque chose qui a été extrêmement fort depuis le départ et auquel je suis toujours très, très attentif. Et je crois que ça a permis effectivement qu'on avance peut-être assez vite et dans tout ce qui est la prise en charge, puisque la recherche, on y a consacré beaucoup d'argent, je pense, depuis 25 ans. Alors avec des résultats inégaux, même si on a entendu des choses qui, j'espère, nous encouragent aujourd'hui. Mais en matière de prise en charge, c'est sûr qu'entre le désert que j'ai connu à Nantes il y a 30 ans, quand ma mère était malade, et ce qu'il y a aujourd'hui, même s'il y a encore à faire, il y a eu un progrès. Et ce progrès, c'est pour ça que le mot modèle, il est un peu dur à porter ou à assumer, si je puis dire. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'effectivement, les premiers centres SLA qui ont été à l'Hôtel-Dieu, puis à Angers, était une association entre l'ARS de l'époque, l'ARSLA maintenant, et des hôpitaux. Et c'est parce que ces centres ont montré qu'ils donnaient une prise en charge qui était de qualité et permettait vraiment des choses, qu'ensuite, ils ont permis, je pense que le ministère de la Santé reconnaisse ce travail et définisse ces centres aujourd'hui qui sont financés par le ministère. Voilà. Donc là, vous rappelez en fait les grandes étapes. Voilà, oui, je crois que c'est l'esprit qui a permis tout ça. La deuxième slide, parce que je crois que vous avez... C'est la deuxième, non ? C'est la deuxième. Je ne suis pas en plus, ça ne va pas du tout. Très bien. Alors, on va faire un petit tour de table comme on l'a fait tout à l'heure. Et on va demander tout de suite
au professeur Deruel de nous resituer un petit peu aujourd'hui, encore une fois de là où l'on vient et où on est aujourd'hui, dans le travail collectif des professionnels de santé par rapport à la prise en charge d'un patient atteint de SLA. Oui, moi je crois essentiellement que le concept de centre, justement, a fait énormément évoluer la vision pour la prise en charge des patients, et l'exemple que vous reprenez, un petit peu comme l'a dit Vincent tout à l'heure, a été très pionnier dans ce type de prise en charge, puisque la notion de centre SLA, qui date un petit peu avant, une année ou quelques mois avant véritablement le développement du plan maladie rare, ce qui d'ailleurs peut poser quelques problèmes techniques, mais a vraiment concrétisé cette notion de prise en charge, d'une part dans sa globalité, c'est-à-dire que le médecin n'est pas là pour annoncer un diagnostic. Certes, c'est un centre de recours diagnostique, c'est-à-dire que, comme tout le monde le sait, ou comme on a pu le mentionner aussi déjà, c'est un diagnostic difficile, il n'y a pas de marqueur spécifique, il n'y a pas un examen d'une prise de sang qui va permettre de dire oui, c'est ce diagnostic, donc ça demande une expertise clinique de savoir le faire. Bien sûr, donc ces centres SLA sont là pour ça, mais aussi ils sont là pour faire des propositions et faire un accompagnement de suivi de la prise en charge. Et ça a donc été quelque chose qui était totalement nouveau dans la notion de prise en charge d'une maladie neurologique grave, qui n'existait absolument pas quand j'étais interne ou chef de clinique, et donc d'allier à la fois ce côté expertise diagnostique et ce qui en découle aussi, c'est-à-dire activité recherche, ce qui veut dire activité véritablement universitaire, et puis tout le côté médico-social, je dirais, et non seulement médico-social, mais aussi pluridisciplinaire, avec l'intervention de kinésithérapeutes, de psychologues, d'ergothérapeutes, etc., pour la prise en charge de l'ensemble des symptômes qui sont définis. La deuxième notion qui me paraît extrêmement importante dans le concept des centres SLA, c'est la notion d'extraterritorialité, je dirais. C'est-à-dire que là aussi, on était dans un système de santé qui faisait qu'un médecin hospitalier est responsable de personnes malades lorsqu'ils sont entre quatre murs dans un service. Or, la notion de... D'ailleurs, dans le plan maladie rare, c'était absolument totalement défini dans le cahier des charges, c'est-à-dire que ces centres, la labellisation de ces centres, leur donne mission de s'assurer que, où que se trouve ensuite la personne qui est prise en charge dans le centre, les conditions de prise en charge sont celles qui sont adaptées. Donc, autrement dit, il sort de son territoire hospitalier et il doit avoir des liens en permanence avec le lieu de vie et avec tous les soignants du domicile et l'ensemble de sa prise en charge. On parle souvent également, mais ça on va partager avec M. Beneteau avant de parler de médico-social, puisque là on a quand même typiquement l'expérience du médico-social, du statut du patient. Le statut du patient, comment est-ce qu'il est connu, reconnu, comment est-ce qu'il peut se situer, parce qu'en fait c'est vrai qu'il a une maladie qui est peu connue, comment est-ce qu'il arrive en fin de compte, alors ça peut paraître paradoxal de vouloir parler d'un statut de patient, mais je crois que c'est un élément important. Alors, ça a déjà été abordé quand on a parlé de cancer tout à l'heure, donc je pense que ça a aussi été abordé dans le témoignage qu'apporte la personne Maureen, je crois. Donc, quand elle dit « je n'ai pas su comment expliquer cela à mes proches ». Effectivement, on a le sentiment que si vous allez à l'hôpital et que par malheur on vous dit vous avez un cancer du poumon, le fait même d'exprimer ensuite autour dans son entourage « j'ai un cancer du poumon » vous donne un statut, si je puis dire. C'est-à-dire que tout le monde sait, effectivement, dans la communauté, la population, dans le social, ce que représente le pronostic, la valeur de ce diagnostic et ce que ça veut dire. Je pense que si on rentre chez soi et qu'on dit « on m'a dit que j'avais une SLA », personne ne sait ce que ça veut dire.
Et donc, effectivement, c'est là où je veux dire qu'il n'y a pas de statut social correspondant à cette maladie. Et je pense que là, c'est quand même un déficit de communication, parce que ce n'est pas vrai pour le Parkinson, ce n'est pas vrai pour l'Alzheimer, et c'est donc un déficit total de communication. Et ce déficit de communication, je pense qu'il vient surtout de la faible population de personnes contemporaines ayant la maladie, parce que la fréquence, la prévalence est quand même importante, hein, autant importante que d'autres maladies neurodégénératives qui sont parfaitement bien connues, du moins dans le grand public, si je puis dire, ou dans la société, qui permettent d'avoir une reconnaissance dans la société d'un statut de malade, ce qui n'est pas du tout acquis pour un patient qui est atteint d'une sclérose latérale amyotrophique. Gérard Benetto. Oui, peut-être un mot à propos du statut du patient. Il y a encore effectivement beaucoup à faire dans la communauté nationale, et c'est vrai que le relatif petit nombre ne nous aide pas toujours. Mais à l'intérieur de ce qu'on a souhaité créer, qu'on continue ensemble, je pense à l'ARSLA, M. Ménager tout à l'heure a dit les malades m'ont aidé à comprendre telle ou telle chose. C'est pour moi un statut de la personne où un professionnel reconnaît qu'un malade peut l'aider à vivre son métier, ce n'est pas rien.